Ce sont des souffrances souvent invisibles. Et pourtant, elles nous touchent tous, de près ou de loin. Ça, c'est un monstre que j'ai vu en hallucination. Un Français sur 5 est atteint de troubles mentaux. TOC, schizophrénie ou hypocondrie. Fréquence cardiaque. Coucou. Salut ma puce. Des pathologies qui bouleversent le quotidien des malades et celui de leurs proches. Je sais pas combien de fois je me suis dit un jour je la reverrai plus quoi. Comment travailler, s'aimer et profiter de la vie. Ah non, bah tous. Quand la maladie prend le dessus. Comprendre sur quoi on peut s'appuyer. Parfois, la solution passe par des traitements d'un nouveau genre. Depuis 20 ans, Audrey souffre de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Alors là, en fait, je décontamine les objets, je refais une deuxième douche et après, c'est fini. Heureusement, ses parents ne l'ont jamais lâchée. Et surtout, après avoir tout tenté, elle s'est lancée dans une opération médicale révolutionnaire. On m'a inséré des électrodes dans le cerveau. Là, c'est pas une veine, c'est le câble. Concrètement, je suis un peu un cyborg. Elle espère maintenant retourner au travail et enfin retrouver ses proches. Coucou ma bibi. Coucou ma chérie. Ça fait grave longtemps. Mais comment vivre avec une maladie que l'on découvre à peine? Lydie, elle, souffre d'un mal surprenant. Cette jeune femme aurait plusieurs personnalités en elle qui cohabitent. Au total, on est 8. On est 8. Elsa, c'est la plus littéraire. On appelle cela le trouble dissociatif de l'identité. Une maladie rare et peu diagnostiquée. Donc là, je contiens une crise d'angoisse parce que je sais pas du tout où je suis. En fait, je comprends pas comment je peux perdre mes repères alors que je suis dans une gare des plus classiques. Difficile de se faire accepter et de trouver l'amour quand on souffre d'une pathologie encore méconnue. 8 femmes en une. Ce qui était vraiment très perturbant au départ, c'est devenu normal en fait. L'amour, c'est justement ce qui a sauvé Camille et Jason. T'es belle. Ils souffrent tous les deux de schizophrénie. Et grâce à leur couple, ils se sentent prêts à affronter la vie et ses défis. On va faire la fabrication du boudin blanc. D'accord. À 23 ans, Jason va découvrir le monde du travail. Mais avant cela, il doit décrocher son permis de conduire. Je peux pas dire, je suis schizophrène, donc je vais faire des erreurs. Parce qu'on a quand même une voiture dans les mains. Je peux tuer quelqu'un. Enfin, bon, voilà. Retrouver une existence normale, c'est leur rêve à tous. Hélène a sombré depuis le décès brutal de son père. Anxiété, hypocondrie, sa vie n'est plus qu'une grande angoisse. L'hypocondrie, en l'espace de quoi? De 6 mois, 1 an, bah voilà. Mais avec des médicaments et une thérapie, elle va peu à peu remonter la pente. À la clé, une vraie renaissance. T'as gagné 10 ans là. Maladie mentale, enquête sur ces Français, prêts à mener le combat de leur vie. À Reims, comment mener une vie normale quand la moindre action du quotidien demande un effort démesuré? C'est le combat que mène Audrey depuis de longues années. Cette jeune femme, qui vit à Reims, souffre de troubles obsessionnels compulsifs sévères. Une affection qu'aucun traitement n'est parvenu jusque-là à réduire. Dès qu'elle sort de chez elle, tout est une série d'obstacles. Et aller faire ses courses est déjà une victoire. En fait, j'ai un chemin particulier. C'est-à-dire que je passe pas par le chemin le plus court. Je passe par le chemin qui m'arrange, enfin qui arrange les tocs, on va dire. Pour se rendre au supermarché, la jeune femme doit emprunter des chemins détournés. Là, on arrive à un endroit, par exemple, je peux pas aller tout droit. Parce que tout droit, c'est l'hôpital de Reims. Je suis obligée de prendre à gauche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui sont allées dans cet hôpital, qui sont considérées contaminées par les tocs. Et donc, du coup, je peux plus jamais y aller. Dès qu'elle entend certains mots ou voit certaines images, Audrey se sent souillée et doit tout arrêter pour rentrer chez elle se laver. Dans un lieu aussi fréquenté que ce supermarché, elle est sans cesse en alerte. J'ai les oreilles partout, les yeux partout, enfin voilà quoi. Donc pour moi, c'est pas simple. À sa demande, nous ne révélerons pas ces mots tabous. Mais nous les employons tous au quotidien. Pour ne pas risquer une crise,
Audrey reste à distance des autres clients. Il m'est arrivé des situations où il y avait 4 personnes dans le truc, tu passes à côté de quelqu'un qui dit le mot qui va pas, quoi. Tu vois, ça arrive. Ah, ce rayon-là, par exemple, c'est compliqué pour moi d'y rentrer. En plus des mots, certains univers lui sont complètement interdits. Ces TOC l'empêchent par exemple de côtoyer les tout-petits. C'est une maladie qui vous handicape au quotidien toutes les 5 minutes, quoi, vraiment. Les courses faites, le calvaire d'Audrey n'est pas encore terminé. De retour dans son appartement, elle est obligée de se livrer à un rituel qu'elle accomplit après chaque sortie. Quand je rentre chez moi juste après, il faut absolument, tout le temps, que je me redouche. Parce que là, on est allé dans un hypermarché. Alors, j'ai pas vu de mots, j'ai pas vu d'image. Mais par contre, je sais pertinemment que dans l'hypermarché, le mot, il est là. Il y a un mot qui ne va pas, qui existe et qui est là. Donc ça veut dire que je l'ai côtoyé. Et comme je l'ai côtoyé, je dois quand même me purifier. Là où le TOC est parfois irrationnel, c'est que par contre, les courses, comme il faut bien que je me nourrisse, eh ben, elles ne sont pas contaminées, je ne les décontamine pas. Audrey prend jusqu'à 5 douches par jour. Après s'être lavée, elle passe au nettoyage de ses affaires. Alors là, en fait, je décontamine les objets qui ont mis le pied avec moi dans l'hypermarché. Audrey sait que ce rituel est absurde, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Je retourne à la douche puisqu'en fait, comme j'ai décontaminé, je me suis recontaminée pour le TOC. Donc du coup, je refais une deuxième douche et après, c'est fini. Les troubles obsessionnels compulsifs peuvent occuper jusqu'à 90% du temps des malades. À tel point qu'Audrey a dû mettre entre parenthèses son travail dans une grande enseigne de bricolage. Ses parents font partie des rares personnes qu'elle continue de fréquenter. Salut ma puce. Ça va? Et toi? Oui. Ça va? Sylvie et Jacques n'ont pas oublié le moment où ils ont vu les premiers symptômes de la maladie. Je la voyais, elle faisait par exemple. Audrey avait 10 ans. Elle rentrait, elle sortait, elle rentrait. Une fois, deux fois, trois fois. Et pareil pour les lumières en fait, elle faisait pareil. Elle allumait, éteint, allumait, éteint. C'était au minimum 3 fois en fait. Ben là, je me suis dit que c'était pas trop normal en fait. Donc pendant, je sais pas, quelques semaines, je l'ai observée. Et puis un jour, ben, je lui ai dit, écoute Audrey, pourquoi tu fais ça? Donc elle dit, ben, je sais pas trop. Donc ben, j'ai dit, écoute ma chérie, ben, je vais t'emmener chez le docteur et puis on va en reparler quoi. Dans la maison de ses parents, la maladie a imposé ses règles. Notre journaliste vient d'utiliser les toilettes du rez-de-chaussée, interdites aux invités. Alors, voilà, vas-y, donc ferme la porte, nickel, impec. Et du coup, tiens, ma mère t'attend en haut, elle va te montrer la salle de bain, voilà, pour se laver les mains en haut dans la salle de bain. Très bien. Voilà. La jeune femme est en panique. Alors les toilettes, ça sera là. Ça le fait. Ok, et je me lave les mains là. Alors, et là, c'est dans la salle de bain. D'accord, c'est là qu'il faut que je vienne aux toilettes ici. Ici. C'est ce qu'elle a pourquoi dit. pas en bas? Je sais pas. Dans le cas d'Audrey, aucun événement traumatique n'a été identifié. Son cerveau s'est mis à dysfonctionner pour une raison inconnue. On apprend à vivre avec, bien sûr. Comme toute maladie, comme tout parent qui a des enfants malades, on apprend à vivre avec, ouais. Alors après, faut faire super attention, mais après des boulettes, moi j'en fais... j'en fais quand même, pas mal, hein, moi des boulettes. Hein. Oui. Oui, oui. Alors des fois, je vois avec son regard. Elle va me tuer, elle. Mais maman, je t'ai dit. Des boulettes. Des boulettes, mais ça va être un mot qu'il ne faut pas qu'elle entende. Ça va être... Ou tu vas toucher quelque chose avant de te laver les mains. Avant de me laver les mains, alors que tu c'est vas pas pas fermer bon, la voilà. porte. Voilà. Et elle regarde tout, elle nous espionne. Hein? Ouais.
Le TOC résistant est une maladie quasiment indomptable. Pour éviter les crises de leur fille, ses parents lui ont réservé un espace dans leur vaisselier. Tout ça, c'est à elle. Elle a même son propre sel, ses petites assiettes, tout ça, c'est à elle. Voilà. Et hop, les yeux. Les yeux. Malgré la maladie qui empoisonne sa vie, Audrey s'estime chanceuse. Ses parents l'ont constamment soutenue. J'ai toujours pu compter sur eux, de ma tendre enfance jusqu'à maintenant, j'ai 41 ans. Ils ont toujours été là pour moi. Même quand j'étais très jeune, où j'avais l'impression d'être folle, ils m'ont jamais jugée. Je sais pas combien de fois je me suis dit, un jour je la reverrai plus, quoi. Même si on est là, tout le temps là, à l'aider. Mais j'ai tellement eu peur. J'ai même pensé un jour la faire hospitaliser d'office pour être sûre de ne pas la perdre, quoi, en fait. Parce que je savais qu'elle était au bord du gouffre. Et même avec tout l'amour qu'on a, et même avec toute l'aide qu'on pouvait lui apporter, je savais qu'elle était au bout du bout, quoi, quelquefois. Hein. Donc c'est vrai que quand vous savez que peut-être qu'un matin, vous allez vous réveiller, qu'elle ne va pas vous rappeler, ou n'importe, vous dites, je vais la retrouver ou pas, quoi. Cette maladie dévastatrice déchire les familles. Voilà 3 ans qu'Audrey n'a pas revu sa petite sœur, Élodie, depuis que celle-ci est devenue maman. À cause de ces TOC, Audrey ne supporte pas la présence de jeunes enfants. Dans cette famille, le seul moyen de se réunir, c'est par écran interposé. Coucou ma bibi. Coucou, salut. Coucou ma chérie. Ça va? Ça fait grave longtemps. T'es trop belle ma douce. Il fait dodo mon titi? Titi, 3 ans, c'est le neveu d'Audrey. Même si elle l'adore, elle ne s'est encore jamais sentie capable de le rencontrer. Il écrit un peu son nom aussi. Donc il écrit toutes les lettres, mais pas dans l'ordre. Ah bah c'est pas grave. C'est une relation à distance parce que les TOC me donnent pas le choix déjà. Et il faut pas que je la regarde. Sinon je vais pleurer. Et donc du coup oui, 4 ans sans la voir, c'est terrible parce qu'on a toujours été très proches, on était fusionnés, on a voyagé ensemble, on a fait plein de choses ensemble, on a vécu ensemble, enfin c'est dur. Et puis ne pas connaître en vrai mon neveu, c'est compliqué. Elle a quand même réussi à créer un lien et quelque chose qui est réel, qui est palpable. Il me parle de sa tante, il reçoit ses magazines, il sait qu'elle est là, il a sa photo d'elle. Voilà, Cette séparation douloureuse, Élodie la savait pourtant inexorable. Ça a été un choix compliqué parce que je savais que je voulais être mère profondément, mais je savais aussi que j'allais perdre d'un certain côté ma sœur. Oui, évidemment qu'on est ému. Quand on entend ce qu'elles disent, en plus, hein, puis nous, c'est les amours de notre vie, quoi. Et puis je sais qu'elles vont se retrouver, c'est sûr. Mais aujourd'hui, Audrey a un espoir. Une nouvelle technique médicale pourrait lui permettre de vivre enfin comme tout le monde. Pour d'autres, le miracle vient parfois de l'amour. À Laval, en Mayenne, On va reprendre ça. Camille, 29 ans, et Jason, 23 ans, ressemblent à première vue à des millions de couples. Tu peux sortir ta liste, mon cœur, s'il te plaît? Attends, on fait tous les rayons. Pourtant, ces deux amoureux, On va reprendre du café à la noisette. qui vivent ensemble depuis 6 mois, Alors, pas de briser? sont l'un et l'autre atteints de schizophrénie. On fait tout le temps, quasiment tout le temps les courses à deux. Ouais. C'est un truc qu'on fait. Ah, je sais pas, c'est un truc qu'on aime bien faire tous les deux. À la noisette. Cette belle histoire, ils n'auraient osé en rêver. Aussi cher que tu penses. Bon, je croyais que j'allais finir ma vie en hôpital psychiatrique. Et en fait, pas du tout. Et Jason non plus. Camille a fait 8 séjours en clinique psychiatrique. Non. Jason, lui, a passé une partie de son enfance dans un service spécialisé. Mais depuis qu'ils se sont rencontrés, Merci beaucoup.
aucun nouveau séjour en hôpital psychiatrique. C'est perdu. Mon cœur, tu portes les courses. Normalement, je devrais avoir un semenier, mais je l'ai pas. C'est à deux qu'ils font face à la maladie. Matin et soir, c'est désormais un rituel. Le couple prend ensemble ses médicaments. Et en fait, on a quasiment le même traitement. Au total, une dizaine de cachets chacun par jour. Le matin, j'ai le bleu clair, c'est un anxiolytique. Et les blancs, là, c'est le neuroleptique pour empêcher les hallucinations. Un traitement lourd. Mais Camille et Jason n'ont pas le choix. La schizophrénie compte parmi les maladies les plus invalidantes selon l'Organisation mondiale de la santé. Hallucinations, paranoïa, troubles suicidaires. Bébé d'amour, oui. Sans leur traitement, ils le savent, c'est la descente aux enfers. Quand on l'arrête, pendant 2 jours, ça va aller très bien. Et d'un seul coup, ça tombe. Et là, on se dit, ah ouais, d'accord. Moi, ça m'est arrivé avant que je me mette avec Camille un été. J'avais été en vacances, en fait, et je m'étais dit, j'avais plus de clozapine. Je me suis dit, bon, ça va, 1 semaine, c'est pas grave. Et en fait, non, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais très mal. Bah moi, je sais que plein de fois, j'ai essayé d'arrêter. Et à chaque fois, au bout de 2 semaines, 1 mois, je faisais une rechute. Et j'étais hospitalisée. Donc maintenant, vous suivez. Voilà. Maintenant, on n'oublie pas un jour. C'est ça. Les causes de la schizophrénie sont encore mal connues. Mais certains facteurs de risque ont été identifiés, comme l'exposition répétée au stress ou la consommation de cannabis. Jason, Oui, ça, faut que je le lave? oui. Malgré les médicaments, Ça, non. le quotidien du couple reste compliqué, car la schizophrénie, c'est aussi une pensée désorganisée. Linge, ménage, rangement. Dans le cerveau de Jason et Camille, Alors, ces tâches simples virent au casse-tête. hier, j'ai fait 4 heures de ménage, donc voilà, mais ça fait peut-être pas beaucoup, mais... Comme la vaisselle qui s'entasse dans l'évier. On fatigue vite et en fait, on est très vite surmené. Par exemple, quand c'est trop sale, eh ben, on va pas savoir comment agir. Face à la maladie psychique, la bonne volonté ne suffit pas. Camille et Jason pourraient bénéficier d'une aide à domicile, mais Jason redoute que cela ne le bouscule dans ses habitudes. Moi, je suis d'avis qu'on se fasse aider, mais Jason, il est pas trop d'accord. Non. En fait, c'est pas que je suis contre, c'est que c'est vraiment ce qui m'embête, c'est que quelqu'un vient, c'est vraiment qu'il range, il en a envie, quoi. C'est-à-dire, je mets ça là, moi je dis Mais non. non, mais on a besoin de quelqu'un qui fait en même temps que nous. Oui. Pas à notre place. Pas de carbo. Le couple ne travaille pas. Il vit de l'allocation adulte handicapé. On avait des œufs, là. Ah ouais, À eux deux, ils perçoivent 1 400 € par mois. Si, on peut faire de la purée. Ok, et t'as de la viande? On a du jambon. On se fait jambon purée. Ah, go. Jason a été diagnostiqué schizophrène très tôt, à l'âge de 11 ans. C'est pas de la haute gastronomie. Camille, elle, avait 21 ans quand la maladie s'est déclarée. Ah, mais non, tu m'en mets plus. Non, t'as que ça. Leur première rencontre date d'il y a 5 ans sur les réseaux sociaux. Leur histoire Alors, s'est construite au fil du temps. je lui ai envoyé un message sur Facebook. Et là, Jason, il me disait, si tu veux, je viens ce week-end, comme ça, tu seras pas toute seule et tout. Et au final, il venait tous les week-ends. Il m'a avoué ses sentiments et moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre en couple avec lui. Et après, j'ai changé d'avis. Je suis trop heureuse. Voilà. Si la maladie psychique sépare parfois les couples, dans le cas de Camille et Jason, c'est au contraire ce qui a fini par les rapprocher. Lui, il m'aime que je sois maquillée ou pas.
Il m'aime avec mes bourrelets, mon ventre, mes cuisses et tout. Et au niveau de la confiance en soi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de nous faire des compliments ou enfin qui est amoureux, quoi. T'es belle. Voilà. Allez, on y va, mon amour. Leur histoire d'amour leur apporte une stabilité affective et psychique. Ouais, tu la lâches? Ouais. Attends. Mimi? Il est écrit « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Ça, c'est le message d'espoir que j'ai envie de donner aux gens quant à la suite de la maladie. Parce que nous, on a de la chance quand même. On arrive à peu près à avancer comme des personnes normales, quoi. Genre, nos projets de vie, ça va être s'acheter une maison, faire un bébé. Et puis, du coup, je pense qu'on s'est bien trouvés. Aujourd'hui, on est amoureux et heureux, ouais. Désormais, le couple aspire à une vie normale. Cela commence par trouver un travail et gagner sa vie. Pour cela, Jason doit d'abord franchir une étape incontournable, passer son permis de conduire. Cet après-midi, il retrouve Pierre, son moniteur d'auto-école. C'est sa dernière leçon de conduite avant l'examen. Je vais te demander de faire particulièrement attention à tes espaces de sécurité sur la droite. D'accord. Pour passer derrière le volant, Jason a dû obtenir l'autorisation d'un médecin expert qui l'a déclaré apte à la conduite. Et est-ce que Jason vous a informé de sa pathologie? C'est quoi cette pathologie mentale? C'est schizophrène? C'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Et alors, vous en avez souvent des élèves avec ce type de pathologie? Racontez-moi. Non, pas très souvent. Mais le but dans le métier, c'est de savoir s'adapter. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication médicale, nous, on s'adapte. La loi prévoit un contrôle médical tous les 5 ans. On va tout droit. Et au bout, tu tourneras à gauche. Okay. L'inspectrice qui évaluera Jason ne saura rien de sa pathologie. À partir du moment où il n'y a pas d'aménagement du véhicule, il va être évalué comme n'importe quel candidat. Je ne peux pas dire je suis schizophrène, donc je vais faire des erreurs. Je dois être un conducteur normal. Parce qu'on a quand même une voiture dans les mains. Je peux tuer quelqu'un. Enfin, donc voilà, donc faut que je sois sérieux, quoi. Ce permis, le jeune homme l'a déjà raté une fois. Demain, il espère enfin repartir avec le précieux sésame. Et au bout, tu tourneras à gauche. Okay. C'est l'autonomie, quoi. Ça permet déjà d'avoir un travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent quand on n'a pas le permis, et aussi pouvoir se déplacer, quoi. Pouvoir aller plus loin, aller en vacances aussi, des choses comme ça, c'est plus pratique d'avoir le permis. Pouvoir avoir une vie, quoi. Prochaine étape pour Jason, décrocher son tout premier emploi. Il va entamer une formation de charcutier-traiteur. Mais il redoute le regard de ses futurs collègues sur sa schizophrénie, l'un des troubles mentaux les plus stigmatisés. Comment vivre avec une maladie qu'en France on découvre à peine? Dans les Yvelines, Lydie est atteinte par un trouble encore méconnu. Celui-ci rythme pourtant son quotidien depuis l'enfance. Contrairement aux apparences, lorsqu'elle pratique son sport matinal avant d'aller travailler, la jeune femme de 38 ans n'est jamais totalement seule. Bon, moi, je sais que j'ai 30 minutes. Si je déborde, ça m'arrive. Je sais ce que ça coûte aux autres. Les autres dont elle parle n'existent que dans sa tête. Lydie souffre de ce qu'on appelle un trouble dissociatif de l'identité, un TDI. 8 personnalités cohabitent en elle. Chacune a son propre prénom. Il me reste 2 minutes 45. Donc je commence à avoir le stress qui monte. Un peu de déception aussi. Alors que c'était Cynthia qui faisait son sport, Diedy va prendre le dessus. Et elle, son point fort, c'est l'organisation. Et voilà, c'est parti. Désolée. Cela paraît difficile à croire. C'est pas mal du tout, ça. Et pourtant, en quelques secondes, la jeune femme vient de changer d'identité. Non, là, c'est plus Cynthia. C'est plus Cynthia. Ouais, c'est Diedy. Diedy a un timbre de voix plus grave et une gestuelle différente.
Elle est la personnalité chargée de la logistique quotidienne. Donc là, il est 6h38, le train part à 7h30, le sac n'est pas fait, je ne suis pas habillée, la vaisselle n'est pas faite, mes dents ne sont pas brossées. Les filles aimeraient bien faire les ongles, mais il ne faut pas rêver. Il y a des trucs. Il faut que je branche l'ordinateur. Alors du coup, je ne sais pas du tout où est le chargeur. J'imagine peut-être là-dedans. Bingo. Il est dans le sac d'ordinateur. Chercher ses affaires est un problème récurrent pour la jeune femme. À chaque changement d'identité, elle repartirait de zéro. Les 8 personnalités n'auraient aucun souvenir de ce qu'ont fait les autres. Ça, on le sait. Donc ça, on va l'effacer. Chaque changement d'identité s'accompagne d'amnésie handicapante au quotidien. Je suis en train de switcher, je crois. Je me souviens plus ce que je faisais. J'ai un blanc, donc il faut que je note un truc. Waouh. Total blanc. Total blanc. Donc je retrouve... Ah, ça y est. Ça me revient. Ça y est. C'est la machine. C'est la machine à laver. À une demi-heure du départ, nouveau changement de personnalité. C'est au tour d'Alexia, la cadre bancaire, de prendre le relais. Pour moi, faire ça, m'obliger en fait à me cadrer sur les choses de la vie quotidienne, c'est un effort constant. D'autant plus qu'il lui faut parfois passer derrière ses autres personnalités. Oh, bah ça c'est Cynthia, voilà. Cynthia n'a pas rangé son tapis de yoga. Ça, c'était pas prévu au programme, par exemple. Alors c'est Alexia qui s'y colle. Un bouquin pour moi. Ça, c'est celui de Leïla. Ça, c'est celui de Didi. Donc, il faut que je prenne aussi celui-là qui est aussi en cours de lecture. Chacune de ces personnalités a ses goûts en matière de lecture. Ensuite, le badge. Mais aussi en matière de coiffure. Et dis-moi, Alexia, elle s'est déjà coiffée, Cynthia, tout à l'heure? Ouais, mais moi, je préfère les cheveux lisses. Cynthia aime bien avoir du volume, et moi, j'aime bien avoir des cheveux lisses. Donc, je suis pas toujours d'accord sur tout. Le TDI fait encore débat chez les médecins. J'ai descendu les poubelles hier, tout est parfait. Pourtant, les premiers cas avérés ne datent pas d'hier. C'est à l'hôpital de Nancy que se trouve l'une des meilleures spécialistes de cette maladie. Le professeur Coraline Ingret est psychiatre. Elle dirige ici le centre de psychotraumatisme. Le médecin se bat pour faire reconnaître cette maladie. Bonjour. Elle suit une dizaine de patients atteints de TDI. Tous ont un point commun, des traumatismes graves qui remontent à l'enfance. C'est toujours lié à des traumas très précoces, souvent répétés. Mais il n'y a pas forcément d'abus sexuels, même si c'est très très fréquent. L'angoisse liée à ça peut conduire à devoir tout petit se dissocier, c'est-à-dire se déconnecter de cet environnement qui est douloureux. Pour survivre au traumatisme, le cerveau de l'enfant peut se scinder en plusieurs identités parallèles. Pour Lydie, c'est une scène d'une violence inouïe qui l'a faite basculer. Elle n'avait que 8 ans. Mon père était particulièrement violent. Et un jour, ma sœur est arrivée en me disant « Papa a tué maman ». Dans mon cerveau, il y a un truc qui a fait tilt. Et je suis allée dans la pièce où mon père avait rejoint ma mère et j'ai vu la scène. Effectivement, il était penché sur ma mère avec un couteau de boucher à la main et il était en train de l'agresser. Donc j'ai couru et j'ai mordu le bras de mon père. Et il m'a repoussée contre le radiateur. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. Là, j'ai un trou de mémoire. Et ça pourrait être là que la dissociation a commencé. En France, le TDI est 15 fois moins diagnostiqué qu'ailleurs en Europe. La maladie engendre encore du scepticisme chez les médecins, qui trop souvent passent à côté. Au congrès annuel de psychiatrie à Paris, le professeur Ingret va tenter de faire prendre conscience à ses confrères de la réalité de cette maladie. La dissociation, c'est un processus de protection qui permet l'évitement, éviter ses propres souvenirs, éviter de se confronter aux émotions. Et on ne voit pas le TDI quand on ne le connaît pas et quand on ne le recherche pas. C'est une pathologie extrêmement caméléon.
À ses côtés, un autre psychiatre réputé, le docteur Stéphane Mouchabak, qui présente la cartographie du cerveau de patients atteints de TDI. Eh bien, on voit des différences, mais pas n'importe où, dans des régions qui sont liées à la conscience de soi et à la gestion des émotions sociales. Le TDI est répertorié dans le DSM, l'ouvrage de référence de la psychiatrie dans le monde. Ce trouble a été décrit pour la première fois aux États-Unis dans les années 80. Pourtant, en France, il commence seulement à être reconnu par le monde médical. Vous pensez avoir pu passer à côté du TDI ? J'en suis sûr maintenant que je vois effectivement tous les critères diagnostiques, etc. Rétrospectivement, je me suis sûrement un peu trompé, oui. Hélas. Et c'est vrai que moi, au début de mes études, où il y a une quinzaine d'années, c'était un trouble qui était complètement balayé d'un revers de la main en disant non, ça c'est le truc des Américains, c'est à Hollywood. La preuve que non, si dans un congrès international comme ça, on a un symposium entier sur le sujet, c'est bien que c'est autre chose qu'Hollywood. Pour Lydie aussi, l'errance a été longue. Placée en famille d'accueil, elle subit des violences physiques et sexuelles. Adolescente, elle grandit sans se rendre compte qu'elle est différente. Selon elle, l'une de ses personnalités, la plus studieuse, a alors pris le contrôle, lui permettant, malgré la maladie, de faire des études brillantes, d'obtenir un bac+5 avant de décrocher un emploi dans une grande banque. Tout semble aller jusqu'en 2020, l'année du confinement, où tout bascule. J'avais l'impression qu'il y a des choses qui se déplaçaient chez moi. Un matin, je découvre ma salle à manger en désordre total, comme s'il y avait une fête en fait la veille. Et je me souviens absolument pas de la scène. C'était plein de trucs comme ça en fait, ou des frigos qui se remplissaient et je me disais mais je me souviens pas avoir acheté telle et telle provision ou des choses que j'aimais pas. Et en fait, je commence à prendre du recul par rapport à ce que je vis au quotidien. Confinée chez elle, Lydie décide de mener l'enquête. Elle cherche des indices dans son passé pour mieux comprendre qui elle est vraiment, lorsqu'elle tombe sur une série de lettres écrites lors de son adolescence. Ces lettres étaient signées de plusieurs prénoms différents, écrites avec des écritures différentes, comme si c'était deux personnes différentes qui s'exprimaient. C'est violent parce qu'on se dit merde. On se dit je suis pas comme les autres, quoi. Il y a un souci. Après des recherches sur Internet, Lydie découvre l'existence du TDI. Suite à un long chemin d'acceptation de son trouble jusqu'à son diagnostic il y a seulement 3 ans. Depuis, la jeune femme vit en laissant s'exprimer chacune de ses personnalités, des alters en psychiatrie. Son appartement est aujourd'hui organisé comme une colocation. Chacune a son espace de manière à ce que déjà on ne perde pas de temps et qu'il n'y ait pas de conflit interne qui après sont générateurs de stress et faire en sorte que je sois bien au quotidien, qu'on soit toutes finalement bien au quotidien. Au total, on est 8, dont 2 alters mineurs. C'est pour ça qu'il y a un petit coin enfant, pour que chacun puisse être bien, avoir son univers. Il doit être là. Un défi au quotidien, notamment en amour. Lydie a rencontré un homme il y a 1 an. Mais comment construire une histoire quand chacune de ces 8 personnalités peut prendre le pouvoir à tout instant? Parfois, la maladie met toute l'existence entre parenthèses. Près de Lyon, Hélène, 48 ans, vit dévorée par l'angoisse. Hélène a peur de tout, et surtout de mourir. Je m'adresse à l'hypocondrie, j'en ai marre. J'en ai marre d'elle, j'en ai marre de subir ça, en fait. Elle est hypocondriaque sévère. Au point où tout lui est devenu insurmontable. Y compris manger. En 6 mois, Hélène a perdu 22 kilos. Voilà. 51,35. Bon, j'étais à 48. On va dire qu'il y a du mieux. Aujourd'hui, la peur domine sa vie.
Quand on est anxieux, quand on a peur, l'estomac, il est comme ça. La boule, elle est là, donc il n'y a rien qui passe. On a le ventre qui grogne, mais on n'a pas faim. Incapable de contrôler ses angoisses, On vérifie. Hélène plonge peu à peu dans un état dépressif. Ça prend tout. Ça prend la féminité, ça prend la positivité, ça prend... même au niveau de la posture, ma fille me dit souvent « Maman, redresse-toi ». Parce qu'on a cette tendance à se recroqueviller, en fait. On est dans la survie. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Voilà, l'hypocondrie, en l'espace de quoi? De 6 mois, 1 an, bah voilà. Il y a 4 ans encore, Hélène menait une vie tout à fait normale. Un mari, un enfant, un travail, elle était heureuse. Donc là, je devais avoir 26 ans. J'étais déjà avec mon mari. On était bons vivants, on adorait la musique. Je prenais des cours de piano, il prenait des cours de guitare. Voilà. J'étais jeune et je pensais pas que j'allais devenir ce que je suis devenue. C'est à la mort de son père, en 2020, que la maladie d'Hélène se déclare. Traumatisée par sa disparition brutale, elle commence à surveiller sa santé. Au départ, il y a ce rituel banal. Voilà, fréquence cardiaque. Un coup d'œil chaque matin à sa montre connectée. La première chose que je fais, c'est de regarder en fait les moments où j'étais pas consciente. Elle me dit comment j'ai dormi, si j'étais en intensif, en léger. Rapidement, la technologie ne suffit plus à la rassurer. Hélène se met à ausculter son corps. Passe son temps à ça. De plus en plus souvent. Je regarde, je me gratte, voilà, je tatouille. C'est l'engrenage. Est-ce que j'ai pas un petit mal de tête qui commence? Est-ce que j'ai pas mal au dos? C'est un scan corporel que je fais tous les matins et que je fais tout au long de la journée. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas aller contre. On se déclenche, en fait, des choses en se pensant malade. Aujourd'hui, cette peur incontrôlable de tomber malade empoisonne son couple. Depuis 20 ans, Hélène partage la vie de Romuald. Ensemble, ils ont une fille de 17 ans. C'est quoi ça? Des petits pois, c'est pour faire mes pâtes, non? Ça va là. Depuis qu'Hélène est malade, au sein de leur famille, la communication est devenue difficile. Pour nous, on vit plus, en fait. Ça impacte tellement la famille qu'on fait les choses ensemble au ralenti, quoi, en fait. On en fait un minimum. Ça pourrait être assimilé à un cancer, hein, ça te bouffe le cerveau, c'est pareil. Obsédée par sa santé, Hélène a fini par développer un trouble anxieux généralisé. Elle ne peut plus s'aventurer hors de chez elle sans son dossier médical complet. Voilà. Mon sac pèse 6,5 kg parce que je sors pas sans mon minimum vital. Mon minimum vital, c'est le téléphone, les résultats d'analyse, ordonnance. Encore une ordonnance. Les comptes rendus de vue qui datent de 2017. Mon certificat de non-contre-indication de sport. Je fais vachement de sport, mais on ne sait jamais. Des précautions irrationnelles, Hélène le sait. Mais la peur du pire est plus forte. Et si on me ramasse sur le bord de la route, on sait qui je suis, on sait où je bosse, on sait tout. C'est mon assurance vie. Avant de prendre le volant, 14,9. Hélène a une autre habitude. C'est la limite. 14,9, c'est la limite, en fait. Par contre, en battement cardiaque, je suis à 106, donc haut. Elle vérifie sa tension au minimum 3 fois par jour.
On cherche tous les moyens de se rassurer, voilà, de se rassurer, de se dire que ça va, qu'on ne va pas calancher dans les minutes, quoi. C'est surtout ça. Parce que c'est l'impression qu'on a en permanence. Ces angoisses, Hélène ne les supporte plus. La mère de famille va tenter de reprendre le contrôle de son existence. Pour dépasser enfin les obstacles de sa maladie, Audrey a décidé de s'en remettre à la chirurgie de pointe. La jeune femme qui vit à Reims est atteinte de TOC sévère. Il y a plusieurs années, elle prend contact avec un neuropsychiatre à l'origine d'une technique révolutionnaire. Je souffre de TOC depuis l'adolescence. Je suis épuisée par tous mes rituels. Mes mains sont tellement abîmées que je n'arrive même plus à les ouvrir ou les fermer. Après une longue attente, Audrey est enfin opérée. Le médecin lui installe 2 électrodes dans le cerveau. Elle fait partie des 20 premiers patients français à bénéficier de cette technologie. Depuis, elle vit connectée à ce petit boîtier. Voilà, donc là, c'est les 2 électrodes que j'ai dans le cerveau. Et en fait, ça envoie des petites impulsions électriques qui fait que ça stimule certaines parties de mon cerveau qui font que c'est plus facile pour moi de combattre le TOC. Ici, là, j'ai les 2 électrodes, donc ça fait 2 grosses bosses. Là, je sens le câble qui descend. Et là, en fait, juste ici. Là, c'est pas une veine, c'est le câble. Et ça descend comme ça. Et ça descend jusque dans mon ventre. Concrètement, je suis un peu un cyborg. Cette opération, elle m'a sauvé la vie. S'il n'y avait pas eu l'opération, je pense que je serais... Enfin, c'est même pas je pense, c'est certain, je serais plus là. 6 mois après l'opération, Audrey en a ressenti les premiers bénéfices. Ses TOC ont aujourd'hui diminué de moitié. Chaque mois, la jeune femme se rend chez sa psychologue pour constater les progrès réalisés. Bonjour. Vous allez bien? Anne-Hélène Claire suit Audrey depuis maintenant 10 ans. Grâce à elle, la jeune femme espère bientôt reprendre le travail. Je vous laisse vous installer. Merci. Cette spécialiste des TOC pratique la thérapie comportementale et cognitive. La première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit « Je vais être un peu votre kinésithérapeute du cerveau ». Et en fait, c'est une super belle image parce que c'est vraiment ça. Pour rééduquer le cerveau d'Audrey, à chaque séance, les 2 femmes se fixent des objectifs précis. Comme pour les courses. Je me fais plus livrer maintenant. J'y vais toute seule, comme une grande. Et comment ça se passe? Franchement, ça va. Bon, donc ça, c'est chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a des moins chouettes? Des moins chouettes, il y a quand même la douche. J'avoue que là, j'ai pas réussi. Ouais. On avait dit qu'il fallait diminuer les douches. Exact. Passer de 35 à 34. Et ben là, j'ai eu, en fait, au tout début... Alors, moi, j'avais noté 32. Hein. Oh. Ah ouais, on est... vous voyez déjà. On avait dit maximum 32 par semaine. Je pensais que c'était 34. Ouais. Audrey n'a pas encore atteint ses objectifs, mais la psychiatre tient à lui rappeler que la trajectoire est malgré tout positive. Voilà, on a essuyé quelques pertes, mais on reste quand même dans la bataille. Et à se dire, bon, bah, à un moment donné, voilà, quand je me sens prête, quand je sens que voilà, je peux y arriver, je sais pas, c'est un jour où j'ai la pêche, où je me dis, allez, on peut le faire. Et ben là, on y va. Grâce à ce travail de fond, Audrey est sur le point de franchir une étape décisive. Ce matin, elle parvient enfin à rompre avec le quotidien contre lequel elle lutte depuis des mois. Après 2 ans passés cloîtrés chez elle à cause des TOC, elle retourne enfin au travail. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis, donc je suis stressée. Mais ça va aller. Ça va aller, je vais y arriver. Je vais y arriver, je le sais, je vais y arriver. Audrey s'apprête à reprendre sa place de chef décoratrice dans une grande enseigne de bricolage. Une victoire pour la jeune femme, même si elle sait qu'elle n'est pas encore complètement guérie. C'est sur cette rangée-là où je me gare tout le temps. Il y a des endroits sur le parking où je ne peux pas me garer. Par exemple, de l'autre côté, enfin voilà. Donc là, ici, tout là, toutes ces places, ça me convient. Enfin, ça convient au TOC.
Après 17 ans passés dans cette entreprise, Audrey a tissé des liens avec ses collègues. Tu m'as manqué, ma chérie. Oh, merci, c'est trop gentil. Moi aussi, je suis contente quand même de les retrouver. Parce que socialement, c'est quand même différent. De passer ces journées à la maison, sur les réseaux, et voir des vraies personnes. Très stressée par sa rentrée, Audrey n'a pas souhaité que nous l'accompagnions dans ses bureaux. 4 heures plus tard, elle est de retour, après cette première journée de sa nouvelle vie. Alors oui, Sourire, ça s'est super bien passé. J'ai été accueillie plus que bien. Donc voilà, je suis super contente. J'ai rien bloqué. Je me suis juste lavé les mains comme n'importe qui. Mais non, pas de blocage. Tout s'est super bien passé. À Laval, Jason vient lui aussi de franchir un cap en obtenant son permis de conduire. T'es prête? Oui. Le jeune homme et sa compagne Camille, qui souffrent tous deux de schizophrénie, vont enfin pouvoir gagner en autonomie. Oui, il a eu son permis. De 1 point au-dessus. Ouais, de 1 point au-dessus. J'étais trop content. Mon moniteur, il m'appelle à, je sais plus, 7h30, 8h. Il me dit, désolé de te réveiller, mais c'est pour une bonne nouvelle. Je dis, ok, d'accord. T'as eu ton permis? Et je me suis dit, c'est trop bien. Ah, j'étais tellement content. Puis il roule super bien. Jason va maintenant faire ses premiers pas dans le monde du travail. Alors, ce matin, on a préparé les oignons confits. Si elle dira, t'en ramèneras. Il y a 3 semaines, il a commencé un stage comme charcutier traiteur. À tout à l'heure, mon amour. Au terme duquel, il espère décrocher un emploi rémunéré. En France, 80% des personnes atteintes de schizophrénie ne travaillent pas. Sa formation, Jason l'a décrochée dans une maison réputée, Ouais, c'est prêt. C'est bon, oui. tenue par Jacques Rabé depuis plus de 30 ans. On va faire la fabrication du moulin blanc. D'accord. Donc tu vas regarder. J'ai mis en place déjà depuis tout à l'heure. Ok. C'est lancé, donc tu regardes. Ok, 1, 2, 3, 4. Tu tournes et tu repasses là, pareil. Essaye. Apprendre ces gestes rapides et précis. Ça prend du temps pour tous les novices. Mais pour Jason, Attends, comment c'est? c'est encore plus compliqué. Là, ça va pas, tu vois. Ça va pas? C'est pas du moulin de champion, ça. Ouais, c'est que... Tu pinces. Tu tournes. Attends, je t'en fais voir. 1, 1. Concentration limitée, problèmes de mémoire, difficultés d'exécution. Dans la schizophrénie, les troubles cognitifs peuvent être handicapants. Dans l'autre sens. D'accord, c'est ça que je faisais pas bien. Toujours dans l'autre sens. Ça va mettre du temps, faut que je me forme et tout. Mais je suis prêt à le faire, quoi. Parce que c'est un métier qui me plaît. T'as pas choisi le métier le plus simple. Ah non, ça c'est sûr. Mais après, il n'y a pas de chômage. Mais le principal obstacle à l'intégration de Jason reste le regard des autres. À son arrivée chez Jacques, il a préféré ne pas évoquer immédiatement sa pathologie. Et il m'a annoncé ça après, une semaine. C'est vrai que j'avais peur de vous le dire. Je me disais, est-ce que je dis, est-ce qu'il va avoir peur C'est pas une maladie contagieuse. C'est pas. Il n'y a pas de risque pour les autres. Hein. La schizophrénie est la maladie psychique la plus stigmatisée. 8 Français sur 10 pensent que les personnes qui en souffrent sont dangereuses. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent aux films, aux séries qu'on voit, les séries américaines. La personne schizophrène, elle est complètement tarée, c'est la tueur en série. En fait, on met des images pas forcément réalistes. Il y a une peur de regarder ça. Mais malgré ça, je pense qu'il vaut mieux le dire. Ouais. Je voulais d'abord montrer en fait ce que j'étais capable. Mais dès que t'en as 3, tu fais la boucle. Ok. Jason a 8 mois pour apprendre ce nouveau métier. Dans celui-là, tu vas en rajouter ça. Et faire tomber les préjugés. Pour l'entourage des malades, l'un des symptômes les plus effrayants de la schizophrénie, ce sont les hallucinations. Elles surviennent le plus souvent lorsque le traitement médicamenteux est stoppé ou inefficace. Ce qui est dur, c'est les hallucinations visuelles et auditives.
En fait, on est dans une réalité parallèle. On se rend compte que c'est pas normal, donc mais on a peur. Ouais. Des expériences particulièrement pénibles que Camille a accepté d'évoquer. C'est un monstre que j'ai vu en hallucination. Pour apprivoiser ses visions, elle leur donne vie sur son écran. Je voyais sur mon torse, cette nane-là m'empêchait de respirer. Elle me regardait dormir. Et moi, j'avais peur. Alors j'essayais de crier, mais ça marchait pas. Le fait que ce soit couché sur papier, je peux le montrer aussi aux gens, genre à ma famille, pour qu'ils se rendent compte que je vois des choses comme ça, quoi. Ces épisodes hallucinatoires sont causés par un dysfonctionnement cérébral visible à l'IRM par les médecins. Il y a une explication scientifique, en fait. À ce moment-là, je prenais pas bien mon traitement. Dans ces périodes difficiles, Camille a pu compter sur Jason, sa compréhension de la maladie et son amour. Les dernières rechutes que j'ai faites, en quelque sorte, il est resté avec moi pour m'aider à gérer ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu restes? Il me dit, mais j'ai pas peur. Je suis là justement pour te surveiller, prendre soin de toi, te rassurer. Sans lui, je serais peut-être plus de ce monde, je pense. Vraiment. Il m'a sauvé la vie. Une personne sur 2 souffrant de schizophrénie fait une tentative de suicide au cours de sa vie. C'est 10 fois plus que la moyenne. Malgré leur pathologie commune, Camille et Jason semblent avoir trouvé un équilibre grâce à leur couple. Mais comment bâtir une histoire quand seul l'un des amoureux est frappé par la maladie? Depuis 1 an, Max partage la vie de Lydie, atteinte d'un trouble de l'identité. Chaque fois qu'il la retrouve, il ne sait jamais quelle personnalité il aura face à lui. Tu veux voir ce que je t'ai ramené? Chips aux truffes. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Des olives. Et là, ce qui fait le moins l'unanimité en général. Ah, mais ça, c'est pas pour moi. Hein. Non. Mais bon, comme je pouvais pas savoir à l'avance qui serait là. Les changements chez Lydie sont délicats à percevoir, même pour Max. C'est qui la Max? J'ai pas encore eu le temps de voir. J'hésite entre Elsa et Alexia. Elsa? Bien joué. Voilà. Donc, il y a des similitudes quand même qui sont parfois difficiles à voir dans les regards, les attitudes, surtout quand je viens d'arriver, que j'ai pas trop le temps de parler et tout. Mais quand même, en général, je me trompe rarement. Max se repère à l'attitude de la jeune femme, ses gestes ou au timbre de sa voix. C'est trop chiant. T'es en train de changer. La râleuse est en train d'arriver. Franchement, ça m'énerve. Non, c'est pas grave. Elsa vient de s'effacer. Ça y est. Tu veux me passer le torchon? On profite pas. Arrête, t'es con. Elle a cédé la place à une personnalité moins chaleureuse vis-à-vis de Max. C'est quoi votre relation là? Disons que je suis son copain, mais que je peux pas trop faire ce genre de choses. Qu'elle a un rapport physique avec moi différent. Elle m'aime bien, mais je ne l'attire pas en tant qu'homme, parce qu'elle préfère les femmes. Cela paraît incroyable, mais chacune des identités de Lydie a ses préférences. J'ai ton Lydie? Tu m'as reconnue? Oui. Didi fait maintenant son apparition. Elle est hétérosexuelle et absolument pas végétarienne. Tu fais du saucisson? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a 2 minutes, je pouvais pas. 8 femmes en une. Il y a 10 minutes, je me faisais rejeter, pas de câlin, pas de bisous. Et quand Didi est arrivée, elle me saute au cou. Ce qui était vraiment très perturbant au départ, c'est devenu normal en fait. Depuis qu'ils sont ensemble, Max a appris à vivre avec les 8 personnalités qui cohabitent chez Lydie. Tout comme son compagnon, les employeurs de la jeune femme ont dû s'adapter à son trouble de l'identité. Car malgré la maladie, Lydie ne s'est pas arrêtée de travailler.
Elle est formatrice dans une grande banque. Elle bénéficie du statut de travailleuse handicapée en raison de son TDI. Chaque lundi, à son arrivée au bureau, Lydie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? elle commence par retrouver Eric, son manager. Un rendez-vous ritualisé à la demande de la jeune femme pour ne pas perdre le fil de ses missions. Au niveau notamment du présentiel et de notre réunion de vendredi, comme toi tu l'as vécu à distance, qu'est-ce que t'en as pensé? Présentation économique, il faut juste que je me remémore un petit peu les choses. À cause de son TDI, Lydie ne se souvient pas de ce qu'ont fait ses autres personnalités. Alors elle a développé une stratégie. Le problème, c'est que dans ma tête, cette réunion n'a pas eu lieu. Donc, il faut que je récupère des infos. Donc, je pose des questions. Je regarde mon agenda aussi, pour regarder déjà de quoi il s'agit. Je reformule sa question de manière à garder du temps, à gagner du temps, le temps de récupérer les informations. Et là, il y a des flashs qui me reviennent. Et je revois, effectivement, c'était ce sujet-là. Ok, j'étais pas forcément d'accord avec ça, parce que moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Et ça y est, ça revient. Ces hésitations, c'est le seul symptôme perceptible pour Eric. Lui ne voit que Lydie. Je vois toujours la même personne. C'est normal parce que déjà, on est moins nombreuses au travail, on n'est que 4, et on intervient surtout sur des rôles particuliers. La coordination, elle est tellement parfaite au travail que ça peut effectivement passer inaperçu. Jusqu'à présent, Lydie anime ses formations à distance. C'est prêt, tu dis? Ouais. Mais elle va bientôt devoir se déplacer à l'autre bout de la France. Cela inquiète la jeune femme, car son TDI provoque des pertes de repères dans l'espace et dans le temps. Ce qui peut paraître banal à d'autres devient un défi pour Lydie. Aujourd'hui, elle se rend chez son nouveau psychiatre. Elle est déjà passée dans cette gare de nombreuses fois. Mais tout à coup, dans le dédale des couloirs, c'est le trou noir. Donc là, je contiens une crise d'angoisse parce que je sais pas du tout où je suis. Et comme j'angoisse, j'y arriverai pas. En fait, je comprends pas comment je peux perdre mes repères alors que je suis dans une gare des plus classiques et dans ma tête, tout se brouille. Au bout de quelques minutes, c'est un changement de personnalité qui va lui venir en aide. Diedi, son alter qui gère les situations d'urgence, prend le contrôle de la situation. C'est Diedi ? Ouais. Là, ça passait pas. Donc là, en fait, j'essaie de récupérer la respiration, de récupérer les repères. Subitement, la voix est plus posée, les gestes plus assurés. On cherche le bus 91. Ok. En quelques minutes, Diedi a trouvé le bon chemin. Mais elle doit parvenir à calmer son autre personnalité, Alexia, qui a paniqué quelques minutes plus tôt. On a un bus dans 3 minutes et je suis en train de la rassurer que c'est un peu comme consoler une petite sœur quelque part. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans notre schéma, Alexia est plus âgée que moi. Mais c'est un petit peu ma petite sœur quand même. Direction Montparnasse. Crise de panique, amnésie ou perte de repères, le TDI est un trouble très handicapant au quotidien. Lydie a connu plusieurs hospitalisations et de longues années sans qu'aucun professionnel ne décèle son TDI. À 38 ans, bonjour. Pour la première fois, c'est un parcours du combattant pour venir. Elle entame une psychanalyse avec l'un des plus grands spécialistes de cette pathologie, le neuropsychiatre Simon Baroudet. Et rappelez-moi, à quel moment les premiers haltères se sont manifestés? Autour de 1993, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des centres d'intérêt multiples et des comportements étranges, notamment quand ma mère... Après plusieurs années de thérapie, certains patients de ce psychiatre ont réussi à fusionner leurs différentes personnalités pour ne plus en afficher qu'une seule.
Vous pensez qu'on peut guérir du TDI? C'est réversible. C'est pas comme par exemple les maladies organiques comme la schizophrénie où il y a une altération biologique des neurones. Dans la dissociation névrotique, c'est réversible. C'est tout à fait réversible. Je dis pas que c'est facile, c'est très compliqué. Compliqué, mais pas impossible. Grâce à cette psychanalyse et sans traitement médicamenteux, Lydie peut enfin se projeter sur un après la maladie. Jusque-là, j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas déconstruire. Et là, je suis en train de m'apercevoir que je vais pouvoir avancer et que peut-être même je vais pouvoir, et même c'est sûr, je vais pouvoir guérir. Donc c'est une grande révélation pour moi, vraiment. Prochain défi pour la jeune femme, réussir son déplacement professionnel à 500 km de Paris. Ce sera la première fois depuis 6 mois qu'elle quitte la capitale. Près de Lyon, Hélène est toujours dévorée par ses angoisses. À cause de son hypocondrie, elle ne sort presque plus depuis 2 ans. Sa seule bouffée d'oxygène, le ranch de son amie Brigitte. Coucou! Oh, elle va ma petite puce. Les 2 femmes ont construit ensemble de leurs mains ce refuge pour animaux. Ah, tu vois, t'as retrouvé de la puissance. Ah, à fond, je suis puissante. Allez. Va doucement. Allez, vite, hein. Eh oui. Oh, c'est bon. Une fois par semaine, Oh là là. Hélène vient bénévolement s'occuper de ses chèvres. Lui, on l'a sauvé de l'abattoir et ça, c'est aussi la satisfaction de se dire, on est là pour eux et finalement, ils sont là pour nous. C'est ma thérapie à moi, ça. Ici, pendant quelques minutes, la maladie disparaît. Mais cela ne dure jamais longtemps. T'as quoi là? J'ai une boule sur le côté. Oh non. Si. Non, J'ai pas arrêté de tripoter toute la semaine. Ouais. Je pense pas à tout ça. Je pense pas à tous mes organes. Toi, t'es toujours en train de penser Ah ouais, à tes organes. Face à ce mal qui la ronge, Hélène aurait besoin d'un suivi régulier. Mais jusqu'à présent, elle est restée livrée à elle-même, faute de moyens. Quand tu as un trouble psy, c'est où tu fais partie d'un CMP, donc centre médico-psychologique, ouvert 8h, midi, 13h, 17h. Là, tu payes pas. Moi, je travaille. Je veux travailler. Je veux pas rester à la maison à tourner en rond. Donc, je peux pas y aller. Donc, je suis obligée de prendre en privé. Et dans le privé, j'ai pas les moyens. Hélène est assistante logistique dans une petite entreprise. Elle gagne 1 700 € bruts par mois. Elle est comme tout le monde, hein. On a des petits salaires, donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué là, de pouvoir tout payer, de ne pas pouvoir être remboursé. Alors du coup, elle n'y va pas. Comme elle, faute d'argent, 1 Français sur 3 renoncerait à se soigner. Depuis avril 2022, un dispositif de thérapie gratuite a été mis en place. Mais les psychologues sont assaillis de demandes. Hélène a dû attendre 4 mois pour obtenir un rendez-vous. Elle est décidée à en finir avec cette anxiété qui gâche jusqu'à ses repas. Pause. On va aller faire une pause. Ouais, impeccable. Hop là. Voilà. Un petit peu de verdure. Son anxiété généralisée l'a conduite à développer des troubles alimentaires. Au menu chaque midi, 20 centilitres d'un concentré nutritionnel. Petite dose de carburant pour l'après-midi, histoire de ne pas tomber raide au bureau. Je suis en forme. C'est tout ce que son hypocondrie l'autorise à avaler. J'ai toujours ça en fait de prix et qui m'évite de me dire « Ah, faut que je me tape un steak, ça va pas passer ». J'aimerais bien ne plus être à l'affût de tout ce que je mange. La plupart des gens au resto, ils regardent pas la carte en demandant combien il y a de protéines dans leur plat, quoi. Voilà, moi je voudrais faire pareil. Hélène a conscience du mal qu'elle se fait, mais la maladie est trop forte.
Je culpabilise quand même de me bouffer ça, quoi. C'est pas un repas, c'est pas. J'aimerais bien arriver à ne plus cogiter à ce que je me mets dans la bouche, quoi. Sans peur de m'empoisonner ou de me dire oh là là, demain, il va falloir que je boive 4 litres d'eau pour éliminer ça au niveau de mon rein, au niveau de mon foie. La dernière gorgée, c'était le dessert. Malgré les obstacles du quotidien, Hélène parvient à travailler à plein temps. Elle regarde. Ok, ça marche. Bon, bah tiens-moi au jus. Elle gère la logistique dans cette PME. Jérôme, tu peux tout envoyer demain. Ça marche. Tu l'oublies pas? Ok, tu t'en occupes. Jérôme partage son bureau depuis 7 ans. Il a vu Hélène se renfermer peu à peu sur elle-même. Elle est arrivée, elle était très pétillante, et puis au fil des années, elle s'est fanée un peu, je trouve. Voilà. Le problème que tu as, c'est que tu fuis les gens. Ça, c'est un gros truc sur lequel il faut que tu travailles. Ouais. C'est aussi un symptôme de la maladie, dans le sens où on ne veut pas se mêler, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je peux très bien, d'un seul coup, tomber dans les pommes parce que submergé de je sais pas quoi. Oui, mais ça, c'est dans la tête. Hein. Moi, je suis à l'inverse de Hélène. Moi, j'aime sortir, j'aime voir du monde. Finalement, on est deux opposés dans le même bureau. Hélène est bien décidée à vaincre cette angoisse qui l'emprisonne. Trouver la prise en charge adaptée est souvent un chemin de croix pour les personnes en souffrance psychique. Mais aujourd'hui, la mère de famille s'apprête enfin à rencontrer une psychologue remboursée par la Sécurité sociale. C'est le grand jour, 4 mois d'attente. J'espère que ça va donner quelque chose. J'espère que déjà la prise de contact sera bonne, surtout. Bonjour madame. Entrez. Merci, sympa. Florence Duquesne va d'abord remonter dans le passé d'Hélène pour comprendre d'où vient son obsession pour sa santé. Le trouble anxieux généralisé, il a toujours été à ce point-là. Avant, j'étais un bœuf, c'est-à-dire que je prenais tout en charge. Voilà. Que ce soit les courses, le ménage, les comptes, le machin, le truc, tout. Voilà, tout. Tout était géré. Mon papa est décédé et pouf, les 22 kilos. Ok. Mon mari s'est fait opérer du dos, donc il est en maladie professionnelle. Il a chopé un cancer du poumon. Et là, le 8 juin, il doit se faire opérer des cervicales. Et depuis 2018, en fait, ça s'enchaîne. Et... Non, mais je suis équipée. Merci. Une succession de coups durs qui a déclenché chez Hélène cette anxiété maladive. Pire. Oui. Là, quand même, surchargé la mule ces dernières années. Un petit peu. Donc ça se paye à un moment donné. Face à tout ça, votre anxiété augmente et on en arrive à vraiment des troubles là pour le coup. Là, j'ai plus d'énergie. Parce que là, ça ressemble à un surmenage, mais d'en faire depuis des années. Sur quelqu'un qui est peut-être assez anxieux à la base, à un moment, ça dépasse toutes les bornes, ça devient invivable. Pour retrouver de la sérénité, Hélène va devoir mettre fin aux pensées alarmistes qui l'obsèdent. On va dire que ça, peut-être, c'est la situation. Vous vivez. Vous êtes assise à cet endroit-là. Ouais. Donc, vous la voyez sous cet angle-là. OK ? Ouais. Donc, moi, j'ai pas de baguette magique pour changer la situation. Alors, par contre, je peux me décaler pour le voir autrement. Et s'il y a certains dangers qui sont imaginaires ou exagérés, on va essayer de mettre le doigt dessus et de se rendre compte que non, ces dangers n'y sont pas. Mais c'est ça le boulot qu'on fait avec un psy, en fait. L'idée, c'est d'arriver à décortiquer, mais c'est quoi ma peur, au fond ? Pour apprivoiser ses angoisses, donc je vous fais la paperasse. Hop. Alors. Hélène va devoir réaliser une série d'exercices pratiques. Je demanderai des objectifs à peu près clairs à me formuler. Ouais. Genre, votre mission, si vous l'acceptez. Voilà. Avec des objectifs réalisables. Ouais. Voilà. Alléger son sac à main, moins souvent prendre sa tension ou recommencer à manger. Je vous accompagne. Pour petit à petit retrouver le chemin d'une vie normale. Avec plaisir. Alors Hélène, prenez rendez-vous. Intense. Comme elle a dit, elle n'est pas là pour juger. Et ça me plaît.
Donc, ouais, je crois que... je ne sais pas tous les combien je vais les faire, peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Mais ouais, je continue et je ne le ferai pas en visio. C'est mon moment à moi et je viendrai là. Dans les cas d'anxiété sévère, comme celui d'Hélène, la prise en charge psychologique doit le plus souvent s'accompagner d'un traitement médical. Aujourd'hui, elle commence les antidépresseurs. C'est le traitement préconisé pour les troubles anxieux persistants. Il y a un moment, il faut. Je voulais pas, mais il faut. Voilà. Je veux que ça aille mieux, donc il faut tenter. Il faut essayer. On verra d'ici 15 jours, 3 semaines. 3 semaines, c'est le délai nécessaire pour ressentir les effets bénéfiques du traitement. Dans le cas d'Hélène, c'est une véritable renaissance qui l'attend. À Reims, Audrey, elle, coucou ma douce. Après avoir repris le travail, franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Est-ce que t'as faim? Elle reçoit quelqu'un chez elle, ce qui était impensable il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est Mila, la fille de son ex-compagnon, qui lui rend visite. Elle va mieux quand même. Elle a un sourire. Alors que moi, elle l'avait pas. Oh, putain. Non, bah non. Oui, le toc perd du terrain, et tant mieux. Franchement, ça fait du bien de revivre un peu, quoi. Vraiment. Mais le combat continue. Une vie de combat, c'est le lot des personnes qui souffrent de troubles psychiques. 6 mois après la fin de notre tournage, Audrey travaille désormais à plein temps et nous dit aller de mieux en mieux. À Paris, Lydie, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, vit une journée décisive. Cadre bancaire, elle doit se rendre à Bordeaux pour animer une formation professionnelle. 15h08, donc c'est bon, c'est la bonne gare. On est sauvés. Un défi pour la jeune femme qui se perd très régulièrement à cause de sa maladie. Elle ne doit passer qu'une nuit sur place, mais impossible de voyager léger. Là, la valise, elle est énorme. Parce que déjà, il y a pas mal de livres, parce que chacun veut son livre. On emmène la pluche pour Emma, on emmène les affaires de sport de Cynthia. Donc déjà, ça, à gérer, c'est difficile. Pour n'oublier les affaires de personne dans le train, Lydie a une petite habitude qui la rassure. Je note sur le poignet le nombre de bagages avec lequel je suis montée pour être certaine d'avoir le même nombre à l'arrivée. Ce matin, bonjour, bienvenue. Elle anime une formation pour des directeurs d'agences bancaires qui ignorent tout de son TDI. On va commencer, on a quelques minutes de retard, mais on essaiera malgré tout d'être ponctuel pour le déjeuner. Pour éviter que ces changements de personnalité lui fassent perdre le fil, elle va finement solliciter leur aide. Qui veut bien se charger de jouer ma mémoire? Eh bien, génial, Mourad. Toute la matinée, la jeune femme conduit sa formation sans accroc. Donc on est sur des modules présentiels et vous verrez que c'est ne laissant rien paraître de sa pathologie. Mais à l'heure du déjeuner, Lydie finit par vendre la mèche sur ses changements de personnalité. Là, j'ai changé 3 fois depuis ce matin, vous l'avez même pas vu. Ah ouais. Vous avez vu quelque chose? Mais non, Non. Ça peut aller, on va surveiller. Ses collègues ont du mal à y croire. Moi, je suis super impressionnée parce qu'on a passé 3 heures ensemble ce matin et je me suis rendu compte de rien. Elle est super forte parce que c'est vrai qu'elle aurait pu se retrouver dans un asile et se laisser complètement effondrer, écrouler. Je sais pas d'où ça vient. T'as une force, une énergie. C'est incroyable. Dévoiler son trouble sans honte, sans crainte du regard des autres et réussir sa mission, Lydie est fière du chemin parcouru. Quand ils disent, voilà, la formatrice, elle a été excellente, voire même plus que les formateurs qu'on a habituellement, ça montre bien que d'une part, le TDI ne va pas empêcher la personne de travailler, mais qu'en plus,
il peut y avoir des compétences et des capacités qui sont décuplées et qui vont peut-être apporter des choses supplémentaires à la formation ou à la mission de la personne TDI. Fort de ses progrès, Lydie a un nouveau challenge. Elle a décidé de mettre fin à sa carrière de cadre bancaire pour se consacrer à sa passion, l'écriture. C'est un système en fait où vous avez des personnalités, mais qui ne sont pas forcément en interaction avec l'extérieur. Une activité qui lui semble en parfaite adéquation avec ses multiples personnalités. À Laval, chez Jason et Camille. C'est l'heure de la pause déjeuner pour nos deux amoureux atteints de schizophrénie. Bon, il va pas tarder, il a 2 heures de pause, donc voilà. Depuis quelques semaines, fini les poubelles qui s'entassent. Camille et Jason réussissent à mieux s'organiser. On fait une liste, je l'ai accrochée là. C'est une liste de ménage. Faire une lessive, nettoyer les tables hautes, nettoyer les tables basses. Puis il y a un ordre aussi. Il faut faire balai, aspirateur et serpillière dans cet ordre-là. Pour nous, c'est pas logique, donc on doit l'apprendre. Une aide à domicile devrait finalement bientôt venir prêter main forte au jeune couple. J'ai réussi à convaincre Jason, oui, qui était hyper contre, mais du coup, là, il m'a dit oui, c'est ok. Oui, non. Petit à petit, Jason et Camille construisent leurs rêves. Une vie comme celle de millions de couples qui n'ont pas de troubles psychiques. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est bien passé. Raconte-moi, t'as fait quoi? Depuis plusieurs semaines, Jason alterne entre formation pratique et cours théoriques en classe pour devenir charcutier traiteur. Voilà, ici. Là, on voit toutes les parties du porc. Faut que tu les apprennes par cœur? Bonne partie. L'épaule, le cou, la nuque, le groin. Un rythme de vie soutenu auquel il doit encore s'habituer, plus difficile à gérer à cause de sa maladie. Je suis un peu stressé quand même, parce que c'est vrai que c'est physique. Donc ouais, c'est quand même physique. Je pensais que c'était plus simple quand même. C'est vraiment super intense. C'est vraiment, faut donner de soi, faut mémoriser. C'est vrai que faut y aller, quoi, parce qu'on apprend plein de choses à la journée. Donc voilà. J'espère que je vais tenir. Mais oui, t'inquiète. Après, c'est vrai que c'est... Tu vas avoir un super stage de noter sur ton CV. Ouais. C'est une bonne chose. Tiens, mon amour. Bientôt, Jason ne sera plus le seul à travailler. Bon appétit, mon cœur. Bon appétit, mon chéri. Camille a décroché un emploi dans une association. Oh, elle est trop bonne. Et la très grande nouvelle, c'est que j'ai signé mon contrat et je commence officiellement le 23. La jeune femme va mettre son expérience de la maladie psychique au service des autres. Ça vous donne de l'espoir pour la suite? Ah oui. Bah oui. Parce qu'on y arrive. Après, c'est vrai que c'est dur. Mais finalement, on y arrive parce qu'on se bat. C'est important de se battre. Les résultats, c'est beaucoup plus gratifiant. Dans la banlieue lyonnaise, Hélène a décidé de défier son hypocondrie. Tac. C'est parti. Aujourd'hui, elle va tenter de s'offrir un vrai déjeuner. Gégé, je vais m'acheter à manger. Je sors à midi. Tu sors déjeuner? Oui. Jérôme, son collègue de bureau, n'en revient pas. Ça fait des mois, voire des années, que je ne la vois pas déjeuner. Je crois que c'est une des premières fois où elle me dit « je sors déjeuner ». C'est le scoop. Allez, à tout à l'heure. Il s'est écoulé 5 mois depuis son premier rendez-vous chez la psychologue. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas osé franchir les portes de cette boulangerie. Bonjour madame. Bonjour. Donc là vous avez... Au menu ce midi, Là vous avez la partie chaude si vous voulez. un exercice de thérapie comportementale. Vous avez le cocotte minute des œufs brouillés, bacon, cheddar. L'exercice est de voir qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de mon cerveau quand je bois tout ça. Tout, il y a le fromage, il y a la viande, il y a tout, il y a la totale. Là, c'est ouais, ça clignote en rouge, protéines. Hélène a peur qu'une nourriture trop riche ne détériore sa santé.
Alors pour ne pas céder à la panique, elle doit y aller étape par étape. Une petite salade comme ça, avec un petit peu de viande, ça serait déjà pas mal. Il y a une mignardise à la myrtille qui me fait de l'œil. La pensée alternative, c'est de me dire, tiens, je vais en prendre un, j'en mangerai que la moitié, et puis je garderai l'autre pour ce soir. Pour retrouver l'appétit, Hélène doit chasser certains automatismes qui alimentent son anxiété. Bon. Qu'est-ce que vous regardez là? On va regarder l'étiquette. Des pâtes, des tomates fraîches, basilic, poulet, fabriqué chez Jules. Vu réflexe, voilà. C'est le genre de truc qu'il faut que j'arrête de faire, quoi. On regarde plus. Ça plaît visuellement, ça plaît au goût, on mange et puis voilà, quoi. Alors on va regarder ce que ça donne. C'est comme un entraînement, comme un sportif. Il faut réhabituer le cerveau à arrêter de sélectionner. Retrouver entièrement le plaisir de manger ne se fera pas en un jour. Mais ce premier pas la met en joie. C'est des petites victoires, en fait. C'est pas plus gros qu'un macaron ou qu'une petite salade, mais c'en est. Et il tue, celui-là. Depuis le début de sa thérapie, Hélène sent son hypocondrie reculer peu à peu. Et elle commence à reprendre goût à la vie. C'est parti. Ces derniers temps, avec Adriane, 25 ans, elle renoue avec une passion d'enfance Ça y est, suffit. dont la maladie l'avait privée, les chevaux. Comment tu vas, mon bébé? Dana? Oh non, tous. Mon nouveau rituel, c'est ça. C'est de venir les voir, prendre soin d'eux. Je bouge, je fais des connaissances. Attends. Hélène, je t'en passe? Ouais, attends. Diplômée en psychologie, Adriane a tout de suite été sensible au combat d'Hélène contre l'anxiété généralisée. Hélène, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a compris qu'elle était malade, qu'elle s'est fait aider, et on voit le progrès. Accepter la maladie est souvent le premier pas vers le rétablissement. Voilà, rien que ça. Le fait de faire ça. Avant, je pouvais pas. On est à mi-tube. Si on ne guérit pas complètement d'une maladie psychique, on apprend à bien vivre avec. Voilà, on ne peut pas avoir vécu 4 ans, 5 ans dans une anxiété paralysante sans que, je veux dire, en claquant des doigts, qu'elle s'en aille et ciao bonne. Non, c'est complètement impossible. Toutes ces petites victoires, les unes après les autres, Un petit cœur. lui permettent d'entrevoir un nouvel équilibre. C'est un long travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout régler avec des chevaux, comme on ne peut pas tout régler avec des antidépresseurs. Mais le fait qu'Hélène ait un peu les deux combinés et qu'elle est bien suivie, on est sur un bon mélange. Ils sont mieux soignés que nous. C'est un échange de bons procédés. On se soigne mutuellement. On prend soin les uns des autres. Reste une autre étape importante pour Hélène, retrouver l'envie de prendre soin d'elle, pour renouer avec celle qu'elle était avant la maladie. Ça va toujours la température? Ouais, très bien. C'est le dernier stade de sa thérapie contre l'hypocondrie. Vu que ça va mieux à l'intérieur, il faut que ça se voit à l'extérieur. Ah, vous allez réapprendre à prendre soin de vous. Voilà 1 an qu'Hélène n'avait pas mis un pied chez le coiffeur. On part sur un petit carré que je vais dégrader Ok. pour donner du peps, quoi. Ok. Aujourd'hui, elle veut créer la surprise dans son groupe de copines, tout en assumant son âge. Je suis prête à essayer d'avoir une nouvelle image de moi. Avec ce que j'ai vécu, avec mon passif, quoi, en fait. Après de longs mois d'angoisse, c'est au bord de l'eau, par une belle journée d'été, qu'Hélène s'apprête à fêter sa renaissance
En compagnie d'Adriane et Sabrina, ses amis passionnés d'équitation comme elle. Ça te va bien comme ça? Ah, les cheveux, c'est nickel. Ah ouais, c'est parfait. Tu vois? Ça change tout, c'est... T'as gagné 10 ans, là. tu veux venir boire un coup? Oh oui! Allez, viens. Hélène a rajeuni et autre victoire, son appétit s'améliore jour après jour. Je me suis pesée tout à l'heure, j'ai presque pris 10 kilos. Ah oui, c'est bon, la femme fatale. On va pas abuser quand même, hein. Son sac à main a perdu du poids. Elle n'a plus besoin désormais de sortir avec ses ordonnances médicales et ses médicaments. Il est beau. Attends, fais voir le poids. Est-ce que c'est le même poids qu'avant? Non. T'as plus tout ton appareil médical, là? Non, c'est bon, c'est à la maison. Et puis quand je sors, je prends juste ce dont j'ai besoin finalement. On a un peu une nouvelle Hélène en fait en face de nous. Et maintenant, santé, bonheur. Depuis notre tournage, Hélène a continué à prendre du poids. Après 3 ans d'un combat quotidien, elle est enfin parvenue à vaincre la maladie et les angoisses qui l'empêchaient de vivre.